Catherine, qu'est-ce qui m'arrive? Je sais qu'avant je savais. Ça, c'est la phrase la plus symbolique de ma mère. Il y a plus de 30 ans, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui une malade jeune, mais qu'on ne le savait pas il y a 30 ans. Et elle me disait ça, elle n'était pas du tout anosognosique. Elle disait, qu'est-ce qui m'arrive? Et moi, je ne pouvais que mettre sa phrase en lien avec tout ce que j'avais pu observer comme dysfonctionnement, aberration accumulée au fur et à mesure des jours. Et bien évidemment, j'étais certaine qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et je m'engouffrais devant sa phrase pour dire tu crois pas que ce serait bien qu'on te consulte? Je vais essayer de trouver un docteur et je vais t'emmener. Et à ce moment-là, je recevais une phrase lapidaire, et j'emploie ses propres mots, parce qu'en fait, déjà malade, elle était déjà prodigieusement désinhibée. Quand je m'engouffrais dans sa demande, pas d'un diagnostic, sa demande d'aide, qu'est-ce qui m'arrive? Et que je lui proposais une consultation, elle me répondait, fous-moi la paix, c'est tous des cons. Facile pour emmener quelqu'un chez le docteur. Et là, je rejoins bouleversée l'intervention de Thierry. Parce que la demande ou la non-demande d'un diagnostic, c'est pas une affaire de biologie. C'est une affaire de vie et d'histoire de vie. Et maman, les médecins étaient tous des cons. Parce que quelques années avant, elle avait perdu un fils que les médecins n'avaient pas su sauver. Elle ne me demandait pas un diagnostic. Elle me demandait de l'aide. Et pourtant, dans mon intime conviction, je suis intimement persuadée qu'il n'est pas possible de combattre un ennemi que l'on n'a pas nommé et que l'on ne connaît pas. Que ce n'est pas possible si on n'essaye pas de déterminer ses forces et ses faiblesses pour savoir par où l'attaquer, par où le contrôler un peu mieux. Alors les grandes forces des maladies d'Alzheimer et des maladies apparentées, parce que depuis ce matin je ne les ai pas entendues, et pourtant on avait un superbe film hier soir sur les autres maladies neurodégénératives. La grande force de ces maladies, c'est qu'elles avancent avec un treillis de camouflage. Elles sont masquées, elles se cachent derrière le premier petit fourré, et on ne les voit pas si bien que ça arriver, et même pas arriver du tout. Ça, c'est une très grande force. La grande force de ces maladies, c'est aussi qu'elles font peur. Et je vous signale quand même qu'elles font légitimement peur. On peut essayer de dire youpi youpi, c'est vachement chouette d'être Alzheimer, mais moi j'ai un peu de mal quand même. Et je vous rappelle que vendredi soir, au théâtre Saint-Antoine, où nous avions la soirée d'ouverture du jour mondial Alzheimer pour France Alzheimer, il y avait un malade sur la scène qui a répété 3 fois à la fin « C'est une belle saloperie, c'est une belle saloperie, c'est une belle saloperie ». Tout ça pour vous dire que ces maladies ont des atouts terribles. Par contre, elles ont une faiblesse. Elles ont une extraordinaire faiblesse dans laquelle nous devons absolument nous engouffrer. Elles résistent extrêmement mal à l'amour. L'amour ne guérit pas, mais l'amour peut quand même beaucoup. Par contre, c'est une leçon d'humilité, parce qu'il ne guérit pas, et de toute manière, comme elles sont inexorablement évolutives, la maladie, pour le moment, à ce jour, gagnera toujours. Quelle que soit l'extraordinaire compétence des chercheurs et des cliniciens, pour le moment, la maladie gagnera toujours. Mais pas n'importe comment. Pas sans s'être battue, mais c'est quand même une sacrée leçon d'humilité. J'ai l'intime conviction qu'ils font connaître ses ennemis, mais ça ne veut pas dire que j'en ai la certitude. Je vais vous donner un exemple très concret de la différence entre une conviction et une certitude. J'ai par exemple l'intime conviction que je devrais arrêter de fumer. Mais j'ai absolument pas la certitude que ça m'améliorerait la vie. J'ai à peu près la certitude,
Cher professeur, je vois, là, il est catastrophé. J'ai la certitude que je tousserai moins. D'accord? Est-ce que ma vie en sera meilleure? Et est-ce que je ne vais pas, en échange de moins tousser, pourrir la vie de mon doux mari qui me supporte depuis 46 ans? J'ai donc une conviction, mais je n'ai pas de certitude. L'autre souffrance terrible des familles dans cette certitude, incertitude, conviction, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais, c'est quelque chose que pourtant tous les médecins décrivent à longueur d'articles, mais qui semble pas rentrer dans leur facteur de doute avant le diagnostic, c'est la fluctuation. C'est le malade qui vous dit oui, puis il vous dit non. C'est le malade qui, au bon docteur, parce qu'ils sont très bien élevés, surtout quand ils sont vieux, lui dit oui, 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 docteur, je vais faire tous les examens. Et qui revient à la maison en disant à sa fille, mais espèce de salope, tu veux me faire enfermer pour récupérer ma maison. Vous savez, j'ai une fille, mais c'est vrai, c'était lundi. Elle me décrivait dans un petit mail son hésitation par rapport à ce qu'elle devrait faire pour sa maman. Maman, c'est le trou, puis la lumière. 3 pas en arrière, 1 pas en avant. Comment nous situer au milieu déjà d'une culture qui est quand même, et que je répète, en 2013, toujours soigneusement assénée par le médecin traitant de base, c'est normal, ma pauvre dame, c'est l'âge. Comment nous, pauvres familles, pouvons-nous nous repérer? Dans le normal, c'est l'âge. Moi, quand ma mère avait 50 ans, c'était un peu plus dur quand on me disait ça, mais enfin quand même. Comment pouvons-nous nous repérer dans une société qui n'aime pas les vieux? Donc comment je vais faire pour m'occuper, essayer de faire avancer la cause de ce vieux dont personne ne veut? Comment je vais faire alors que aujourd'hui, tout me prouve que maman va très bien, elle est nickel, elle n'a pas dit une bêtise, elle n'a pas piqué une colère injustifiée, elle ne s'est pas trompée, elle a parfaitement fait ses courses et préparé le repas, et demain, c'est l'effondrement, la pagaille, la violence verbale, la colère, etc. Comment je fais, moi, famille, qui soupçonne, qui craint, qui s'angoisse, qui s'inquiète, qui aime? Comment je fais pour me repérer dans ces fluctuations? Vous ne m'en parlez jamais, chers amis docteurs. Voilà. Simplement, je voudrais aussi reprendre les merveilleuses analyses d'Armel. C'est quand précoce pour vous? Moi, je lis. J'en profite d'ailleurs pour rendre un phénoménal hommage public à la revue de presse de la Fondation Médéric Alzheimer et à son rédacteur, journaliste bénévole, Jacques Frémontier. Michel, je parle de ton mari. Sans lui, sans l'extraordinaire talent de cette revue de presse, qui nous permet à nous, humbles bénévoles et humbles qui ne connaissons rien aux profondeurs de la biologie et de la génétique, qui nous permet d'accéder à un certain nombre de connaissances qui me paraissent essentielles pourtant à avoir. Cette revue de presse a le talent de nous offrir en langage vernaculaire et non ésotérique une approche des toutes dernières publications de la recherche médicale nationale et internationale. Elle est un outil extraordinaire pour nous tous, familles comme professionnels, pour développer notre esprit critique au sens philosophique du mot. Parce que moi, il a fallu quand même ce matin qu'il y en ait un qui rentre avec son couteau et qui laboure le terrain pour dire que nous étions toujours quand même dans un diagnostic probable. Mais il y en a qu'un qui l'a dit que c'était probable. Pour les autres, et quand on dit certaines choses ou certains articles, on a toujours l'impression que c'est une certitude. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, ça n'est toujours que probable. Et donc, c'est quand précoce, quand c'est probable? Des chercheurs nous disent dans des publications que ça commence 20 ans avant. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Est-ce que notre société, est-ce que nous, responsables, nous devons exiger que tous les Français de France, à partir de 50 ans, passent tous des tests? Si ça commence 20 ans avant, c'est ce que nous devons faire. Oups. Dans cette salle, combien sont prêts à le faire? Oups. Voilà. C'est quoi le moment opportun? C'est quoi tôt, le plus tôt possible? C'est quoi tôt pour vous? Moi, tôt, c'est me lever à 3h30 du matin au lieu de 5h. Je suis absolument persuadée que pour un certain nombre d'entre vous, ça serait très dérangeant de se lever à 3h30. Moi, c'est juste tôt. D'accord? C'est quand le diagnostic le plus tôt possible? Quelle référence? Alors voilà, mon temps est imparti, donc je vais être très sage, ce qui est extrêmement douloureux pour moi. Je voudrais juste quand même, pour conclure, vous dire qu'il y a quand même, pour moi, 4 questions essentielles. Quand on est famille, quand on est bénévole ou quand on est professionnel. C'est pourquoi je le fais. Pourquoi je lui dis son diagnostic? Pourquoi je lui propose telle et telle action? Est-ce dans son intérêt ou est-ce dans le mien? Est-ce que je lui propose son diagnostic parce que ce malade-là, je l'ai repéré, il rentre admirablement dans les critères d'inclusion de la recherche que je suis en train de mener? Oups. Autrement, s'il ne rentre pas dans les critères, j'ai peut-être reporté mon diagnostic un petit peu, parce que c'est finalement pas si urgent que ça de lui dire. Je pose seulement la question. Est-ce que pour la famille qui souhaite un diagnostic, est-ce que c'est parce qu'elle s'est aperçue que son proche avait déjà été, et Dieu sait si je le rencontre de nombreuses fois, avant le diagnostic, entraîné par des malfrats, des manipulateurs, etc., avec des préjudices matériels terribles? Est-ce que je demande la protection de justice et donc un diagnostic? Vous savez qu'il ne peut pas y avoir de mise sous protection de justice sans diagnostic. Est-ce que je le demande pour protéger mon père ou ma mère, ou est-ce que je le demande pour posséder mon père ou ma mère, posséder le pouvoir de décision et posséder éventuellement accessoirement ses biens? C'est le pourquoi. Et c'est le quand. C'est le quand. Et ça, la réponse du quand, elle n'est que pour une personne unique. Elle est qui parle, qui dit, et qui dit quoi? S'interroger sur sa propre place à soi par rapport à la personne concernée. Est-ce que c'est que le spécialiste qui doit le dire? Est-ce que c'est le médecin généraliste qui doit le dire? Est-ce que c'est le médecin spécialiste qui doit dire « Vous avez une maladie d'Alzheimer », je vous invite à passer avec ma psychologue, elle va en parler avec vous. Et moi, j'ai les familles qui me disent, j'avais tellement de questions posées au docteur, mais j'avais à les poser au docteur, pas à la psychologue. Et puis avec mon mari, avec côté de moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Et voilà. Et puis, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de combat sans conviction. Quand on mène un combat sans conviction, on est sûr de le perdre d'avance. Mais l'éthique de conviction, elle ne peut qu'être associée à l'éthique de responsabilité. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'espoir de gagner, ne serait-ce que des moments de bonheur, parce qu'il y en a toujours, quelle que soit la maladie. On ne peut pas gagner de moments de bonheur sans conviction, et on ne peut pas avoir de conviction sans avoir les responsabilités qui vont avec.